Bien, écrivons un moteur en 3D, un moteur d'affichage en 3D. Alors l'objectif de cette série de vidéos est de pouvoir écrire un moteur d'affichage en 3D. Ce moteur d'affichage va pouvoir être utilisé dans les environnements où par exemple on n'a pas OpenGL, on n'a pas accès à tout ce qui est fait partie de l'informatique moderne et on va se servir uniquement de pouvoir afficher un pixel. C'est le seul prérequis qu'on va avoir. Donc si on regarde ce qui est déjà écrit, il y a déjà une partie du code qui a déjà été écrite. C'est en fait la partie qui correspond à la surface d'affichage. Donc cette surface d'affichage, on va considérer que c'est un tableau d'entier 32 bits. On va avoir des pixels, un affichage qui va se faire sur des entiers 32 bits avec 3 octets pour chacune des composantes RGB, donc rouge, vert et bleu, et le dernier octet qui sert pour la transparence. Pour le moment, on se base sur l'affichage lié à SDL. Donc c'est SDL qui nous fournit ce tableau et qui permet de créer une fenêtre, faire l'affichage de la fenêtre, mais en réalité, on a simplement besoin de venir modifier ces deux fichiers, libsurface.c et .h, en l'occurrence surtout le .c, qui contiennent les abstractions, les appels aux fonctions qui sont nécessaires pour pouvoir faire cet affichage. Donc si j'ouvre tous les fichiers pour pouvoir montrer d'où on part, on va pouvoir le faire ici. Donc on a un makefile qui est assez générique, donc on utilise la bibliothèque SDL2, on utilise un certain nombre de flags du compilateur, de drapeaux du compilateur, pour pouvoir garantir la qualité de notre code. Enfin, garantir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de vérifier un certain nombre de choses. Le flag qui va nous servir le plus souvent pour pouvoir avoir, et qui va nous embêter le plus souvent, probablement, ce sera ce flag de conversion. C'est celui qui va dire au compilateur qu'il n'a pas le droit de faire de conversion implicite. Ensuite, on a une compilation de notre programme à partir des fichiers objets et run qui va permettre d'exécuter notre programme. Et j'ai juste besoin de rajouter une règle supplémentaire pour pouvoir compiler prog.o. En l'occurrence, prog.o, il n'a pas de fichier .c. On va le spécifier juste pour prog.o. Mince. Voilà, normalement ça devrait être bon. Donc on va pouvoir avoir prog.o qui va être compilé comme les fichiers .c, .h, et on aura cette dépendance-là que pour ces fichiers-là. Dans un premier temps, on ne va pas chercher à faire d'optimisation, mais après on a d'autres optimisations possibles. Si on ouvre libsurface.h, cette fonction, ce fichier définit la taille en X et en Y de notre fenêtre, puis une structure et nous permet d'avoir accès à plusieurs fonctions. C'est ces fonctions-là qu'on utilisera dans notre programme de manière à s'abstraire de la partie SDL, de la partie d'affichage. Donc on va demander de pouvoir créer une fenêtre, libérer une fenêtre, effacer un écran. Donc en fait c'est mettre en noir tout simplement l'écran, éteindre tous les pixels, afficher un pixel, donc pouvoir allumer un pixel en particulier avec une couleur 32 bits, ou pouvoir afficher une ligne horizontale, et en l'occurrence c'est surtout cette fonction-là qu'on va pouvoir utiliser. Je ne vais pas détailler le contenu de libsurface, c'est simplement les fonctions SDL qui permettent de faire ça. Et notre programme actuel, celui qu'on va chercher à exécuter, est quand même lié à SDL pour le moment, mais en fait ça c'est pas lié à l'affichage, c'est vraiment lié à l'interface utilisateur, donc pouvoir savoir si on ferme la fenêtre, si on appuie sur une touche, donc là la touche Q pour quitter le programme, et la boucle principale va tourner pendant une certaine durée, par défaut elle est fixée à 10 minutes, ou quand le programme s'arrête. Et ce que va faire cette boucle principale, c'est effacer l'écran, regarder si un événement d'interaction avec l'utilisateur a eu lieu, mettre à jour l'écran, faire une pause de manière à se fixer à 60 fps environ et afficher le nombre de fps dans le titre de la fenêtre. Quand la boucle se termine, quand on sort de la boucle, on libère la mémoire qu'on a utilisée et le programme s'arrête. Dans le terminal du bas, je vais avoir une compilation qui va se faire. Alors,
cette compilation utilise le programme entre qui permet de, quand un des fichiers passé sur l'entrée standard est modifié et mis à jour, il exécute un make run de manière à pouvoir recompiler le programme et l'exécuter. Donc si je lance le programme, on a ici le titre qui s'affiche bien autour de 60 fps, donc là c'est un petit peu moins, mais en l'occurrence c'est pas très très grave. Donc le seul problème que je vois, c'est que ici on a la compilation de prog qui ne se fait pas comme les autres, et c'est simplement parce que je n'ai pas enregistré le makefile. Si j'enregistre le makefile, alors on va arrêter. Voilà, on a bien prog qui est compilé comme les autres fichiers. Alors c'est un moteur d'affichage en 3 dimensions, mais la première chose à faire, celle qu'on va commencer par faire, c'est de faire un affichage en 2 dimensions. Parce que la surface d'affichage, celle sur laquelle on va avoir un retour, c'est un écran qui est en 2 dimensions, et donc on va, dans un premier temps, devoir afficher des triangles en 2 dimensions. Alors, au niveau de ces triangles en 2 dimensions, on va avoir besoin de définir deux types pour notre moteur. Le premier, ce sera un type correspondant au point en 2 dimensions. On va simplement avoir un type qui contient 2 entiers. Donc ce sera les coordonnées x et y de notre point dans l'espace qui correspond à la fenêtre qu'on a ouverte. Donc c'est une fenêtre qui est de taille Rx, Ry. Donc Rx, ça correspond à la taille en X, Ry, ça correspond à la taille en Y. Et donc nos coordonnées sont dans cet espace-là. On va également définir un type triangle en 2 dimensions qui va contenir des pointeurs, 3 pointeurs sur des points en 2 dimensions. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on va avoir chaque triangle, chaque variable du type triangle sera en fait un tableau de 3 pointeurs sur des points en 2 dimensions. Et donc pour pouvoir utiliser ces nouveaux types, on a besoin de pouvoir ajouter des fonctions qui vont créer ces points et triangles en 2 dimensions. Et qui vont libérer ces points et ces triangles en 2 dimensions. Et la dernière fonction qu'on va devoir ajouter, c'est simplement la fonction qui va réaliser vraiment l'affichage de notre triangle en 2 dimensions. Je vais l'appeler afficher. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a accès, on a l'ensemble des fonctions qui nous sont intéressantes.
et il nous reste à écrire le contenu de ces fonctions-là. Alors, pour l'affichage de notre triangle, en fait, il faut qu'on rajoute plus d'informations, parce que ce qu'on a besoin, là, c'est juste d'un triangle, mais on a besoin d'avoir accès à une surface sur laquelle on va faire l'affichage, et une couleur dans laquelle afficher notre triangle. Donc il nous manquait des informations que je vais corriger ici. Et donc pour que ça compile, pour pouvoir avoir accès au type surface, on a besoin ici d'inclure la surface. Voilà, donc dans le makefile, on va pouvoir rajouter ici lib2d. Et dans le lib2d.c, on a besoin, avant de vérifier, enfin juste pour vérifier que ça compile, on a besoin, dans le cas où on renvoie quelque chose, de pouvoir renvoyer nul. Hop. Alors, on a besoin de relancer le programme avec nos fichiers, et les fichiers qu'on a rajoutés, parce qu'ils n'étaient pas suivis. Il y a un problème. Il ne veut pas. C'est le makefile. Pourquoi est-ce qu'il ne regarde pas? Parce que tout est à jour. Voilà, là on a bien compilé notre programme, la surface lib2d, il n'y a pas d'erreur de compilation, le programme s'est lancé, ok, tout se passe bien. Donc on a un petit peu de travail maintenant, c'est sur pouvoir remplir ces fonctions-là. Donc la fonction définir .2d, ce qu'elle va faire, c'est de simplement allouer de la mémoire pour un point 2D. Donc, on va être sur quelque chose d'assez classique. On va utiliser malloc. X égale X et la même chose pour Y. Donc là, ce que fait cette fonction-là, c'est qu'elle alloue de la mémoire permettant de stocker notre point 2D. Si on a eu une valeur de mémoire qui est différente de nulle, donc en fait si on a eu une valeur de mémoire, si on a eu accès à de la mémoire, on a le droit de pouvoir faire p flèche quelque chose, donc de pouvoir modifier un des champs de la structure. Notre structure c'est un point 2D, hein, notre variable c'est un pointeur sur un point 2D, donc p flèche x, ça correspond au champ x de notre structure point 2D. On y stocke le paramètre qui était passé en entrée, pareil pour y, et on renvoie ce pointeur. Si jamais on avait eu pas accès à la mémoire, si on avait eu nul, à ce moment-là, on ne passe pas dans ce test-là et on renvoie directement le pointeur. Donc on renvoie nul, ça veut dire que la charge est à l'utilisateur de vérifier qu'il a eu de la mémoire. En l'occurrence, avec les systèmes modernes, comme on va avoir de la mémoire virtuelle, donc dans un affichage, dans un espace d'adressage en 64 bits, très probablement, enfin en tout cas l'architecture sur laquelle je vais tourner, c'est dans un espace d'adressage en 64 bits. On va avoir tout le temps un P qui va être différent de nul, et c'est seulement au moment où on va faire l'écriture, on va chercher où le système va avoir à stocker vraiment le paramètre X en mémoire, quelque part, dans ce qui a été retourné par malloc, qui va chercher à louer cette mémoire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un problème. En général, ce test-là est tout le temps passant, et par contre, si le système devient trop chargé, c'est ici qu'on va avoir un problème. Néanmoins, ça reste une bonne pratique de pouvoir tester cette valeur-là, dans le cas où on s'exécuterait sur une architecture qui n'est pas tout à fait la même que celle correspondant à notre PC sur lequel je fais le test.
La libération de la mémoire est beaucoup plus simple, hein, puisqu'on a simplement besoin de libérer le point 2D. On n'a pas plus d'informations, plus d'éléments que ça à supprimer. Néanmoins, cette fonction-là permet de faire abstraction de la structure de données. Si à un moment on change la structure de données, cette fonction libérer.2D peut être plus complexe que ce qu'elle fait là. Et on saura le faire, on saura faire ce qu'il faut. Pour le triangle en 3D, c'est assez similaire à ce qu'on a fait pour le point en 2D. On doit allouer de la mémoire. On va la péter parce que c'est un triangle. Et notre tableau va contenir les 3 pointeurs. Donc en fait là ce qu'on fait, c'est simplement qu'on vient recopier les pointeurs qui sont passés en paramètres. Donc on va avoir 3 points en 2D, 3 pointeurs sur des points en 2D, et on va venir stocker ces pointeurs dans un tableau pour pouvoir les utiliser. Alors la difficulté, c'est que si on définit des triangles en 2D, donc si on veut définir 2 triangles en 2D qui ont des sommets en commun, donc par exemple un triangle qui aurait une arête complète en commun correspondant aux points A et B, on va avoir le pointeur A et le pointeur B qui vont être stockés à 2 endroits différents. Et si on vient faire des transformations sur ces 2 triangles, donc on va avoir une boucle qui parcourt tous les triangles et qui fait une transformation, on va se retrouver à effectuer sur le point A et sur le point B 2 fois la transformation. La première fois qu'on va passer sur le premier triangle, la deuxième fois qu'on va passer sur le deuxième triangle. Donc ça peut être un problème. En l'occurrence, dans la partie 2D, on ne va pas avoir ce problème-là. Par contre, dans la partie 3D, on va avoir ce problème-là. Pour libérer triangle, donc ce qu'on va faire, c'est libérer les points du triangle. Donc on va avoir simplement besoin de libérer les 3 points du triangle. Et une fois que c'est fait, on va libérer la mémoire associée, donc la mémoire correspondant à ce malloc-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient libérer la structure de données, et donc on n'aura pas besoin de se poser la question de savoir comment libérer un point en 2D. Quand on aura défini un triangle en 3 dimensions, on va pouvoir libérer notre triangle en 3 dimensions, qui va lui libérer les 3 points sur lesquels il se repose, puis libérer la mémoire, donc le free correspondant à ce malloc-là. Donc les free correspondant à ce malloc-là sont faits dans libérer.2D, qu'on appelle ici, sur les 3 points, et le free correspondant à ce malloc-ci est fait à cet endroit-là. Donc le commentaire que je faisais juste avant est important, parce que du coup, quand on va avoir, si à un moment on a 2 triangles en 2 dimensions qui partagent des sommets, on va se retrouver à chercher à essayer de libérer 2 fois la même mémoire. Et ça, en fait, c'est complètement interdit. On n'a pas le droit de faire 2 fois la libération de la même mémoire. Donc ça posera un souci à ce moment-là. Heureusement, tel que j'ai prévu de conduire la suite, on ne devrait pas se retrouver dans ce cas-là. On ne devrait pas avoir plusieurs triangles en 2 dimensions en même temps. On va venir faire des affichages de triangles en 2 dimensions, un par un, donc ils seront tout le temps différents. En ce qui concerne afficher triangle, ça c'est sans doute la fonction qui va nous occuper le plus de temps. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sauvegarder notre programme avant pour vérifier que tout compile. Donc, tout a compilé, c'est parfait. Et on va venir vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de programmation non plus. On va venir ajouter des variables. On va venir utiliser, parce que pour le moment, on ne les utilisait pas. On faisait juste que les compiler, ça se compile bien, mais on ne les utilisait pas. Alors, on va pouvoir définir un triangle. Donc un triangle qui va se reposer sur 3 points, qu'on va chercher à définir ici. Et donc là, on a besoin de mettre des coordonnées x, y. Donc on va définir un premier triangle qui est dans le coin en haut à gauche, parce que
en 2 dimensions, quand on aura notre surface d'affichage, on va avoir le coin en haut à gauche qui va correspondre aux coordonnées 0, 0, et le coin en bas à droite qui correspondra à nos coordonnées 800 par 600. C'est ça, hein. C'est ici. Donc Rx, Ry, donc 800 pour X, 600 pour Ry. Et donc ce que je propose, c'est d'essayer de dessiner un triangle qui part du coin en haut à gauche, donc c'est le point 0, 0, et qui va jusque Rx, Ry sur 2, donc jusqu'au milieu complètement à droite. Et le troisième point, ça sera le point qui sera complètement en bas au milieu. Donc ce sera Rx sur 2, Ry. Et on n'a pas besoin de ça. Donc là, on va avoir notre triangle T qui va être défini à partir des points, de ces 3 points-là. Et on n'a pas besoin de stocker ces points-là pour pouvoir les libérer, puisque quand on va faire libérer triangle en 2D sur le paramètre T, le pointeur T, il va venir libérer les 3 points qui ont été définis. Donc quand on a besoin quand même de le faire ici, je sauvegarde. Et là, on a des soucis. Alors, c'est simplement parce que ici, on n'a pas inclus voilà, donc on a la compilation qui s'est bien passée et on n'a toujours rien qui change au niveau de notre programme parce que on n'a pas affiché notre triangle. Alors là, il y a plusieurs façons de pouvoir afficher notre triangle. Le plus simple, la manière la plus simple de pouvoir le faire consiste à trier, de mon point de vue, hein, consiste à trier les sommets depuis le Y le plus petit jusqu'au Y le plus grand. Et donc pour pouvoir faire ça, en fait, on va pouvoir on va écrire une fonction qui va nous faire ce tri. Alors on va trier les sommets de notre triangle. Simplement le tri d'un tableau à 3 cases, donc c'est pas un gros tri à faire. On peut faire à peu près n'importe quel tri, n'importe quel algorithme de tri qui pourrait fonctionner. En l'occurrence là, on va même pas faire un algorithme de tri, on va dérouler la boucle d'un algorithme de tri. Et donc on va regarder la coordonnée Y, c'est flèche. Donc on a T qui est un pointeur sur un triangle en 2 dimensions, qui contient un tableau de 3 cases, qui contiennent eux-mêmes des pointeurs sur des points en 2 dimensions. Donc on va pouvoir, donc un tableau de triangle, un tableau de points en 2 dimensions. Donc on va pouvoir accéder à la coordonnée Y de la première case, et si cette coordonnée Y de la première case est plus grande que celle de la deuxième case, à ce moment-là, on doit faire un échange de manière à pouvoir avoir la plus petite dans la première case. Donc là, on va avoir pour pouvoir faire, on va faire un échange de 2 points. Donc c'est 2 points d'un triangle. Donc on aura notre tableau. Pardon. Donc pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de stocker une valeur temporaire. Une fois qu'on a notre valeur temporaire, on va pouvoir mettre à jour cette valeur-là. Et une fois qu'on a mis à jour cette valeur-là, on récupère la valeur temporaire. Et on va faire la même chose pour la coordonnée Y.
Donc ça c'est juste un échange tout bête entre deux entiers. Donc là on va pouvoir échanger nos points. On va répéter notre opération avec le point 1 et le point 2. Et il nous reste à faire normalement entre le point 0 et le point 2. Et on a traité tous les cas. Donc là on va voir dans la case 0 le plus petit entre 0 et 1. Ici on va voir le plus petit entre 1 et 2. Et donc en fait celui qui nous reste c'est plutôt ici 1. Bon, il va falloir faire un test. Donc on va pouvoir d'abord faire essayer de faire un test. Trier sommet de T. Et ensuite on va afficher. Ce qu'on a besoin de faire, on va juste faire santé. Pas d'affichage. Alors c'est parce que je n'ai pas demandé d'afficher le triangle, donc c'est normal. Alors la surface, parce que elle s'appelle surface. Et j'ai pas d'affichage. Alors ça par contre ce n'est pas normal. Ah si, j'ai eu un affichage. Alors il m'a bien affiché dans les Y qui sont croissants. Et si ici j'inverse, il me l'affiche toujours dans les Y croissants. Donc ça a l'air d'être bon. Et si je mets l'affiche dans un sens complètement inverse de celui qu'on voulait. Alors le programme est toujours en train de tourner. Ok, il m'affiche toujours dans les Y croissants. Donc j'ai bien trié mes trois sommets. Alors une fois qu'on a trié les 3 sommets, ce qu'on va chercher à faire, c'est parcourir les sommets depuis celui qui est le plus haut vers celui qui est le plus bas. Et on va faire ça de manière à calculer les bornes x en x, xmin et xmax des deux les deux limites permettant de pouvoir afficher une série de lignes horizontales, puisqu'on a une fonction qui permet de remplir les lignes horizontales, et on va pouvoir faire l'affichage de l'ensemble de ces lignes-là en partant du sommet le plus haut jusqu'au sommet le plus bas. Et donc le plus simple pour pouvoir faire ça, c'est de pouvoir initialiser des calculs de bornes xmin et xmax et simplement de les mettre à jour en parcourant nos sommets depuis le plus haut vers celui qui est le plus bas. Donc on va pouvoir y aller. On va faire cet affichage là d'abord sur
entre le sommet 0 et le sommet 1, et puis après on répétera entre le sommet 0 et le 2, et le sommet 1 et le 2. On aura nos 3 sommets, et ensuite on aura juste à faire une boucle qui parcourra ces tableaux. Alors, si on a le... On va prendre... Si on a des coordonnées y pour 0 et 1, je vais faire une fonction... On va faire une fonction temporaire. Alors, ça sera le même genre de fonction que celle-ci. Et il se trouve que j'avais déjà un petit peu pensé à ça et que j'ai dans la surface, j'ai un tableau xmin, un tableau xmax. Donc on va devoir utiliser également la surface pour pouvoir avoir accès à ces tableaux. Donc là, ce qu'on veut faire avec cette fonction-là, c'est... Ça, on va le mettre ici. Si les coordonnées i et j sont différentes, donc dans le cas où les deux points ne sont pas sur la même coordonnée, si elles sont sur la même, au niveau de la même coordonnée, à ce moment-là, c'est simple. On n'a rien à faire. Si elles sont au niveau de la même coordonnée, il faut mettre à jour xmin et xmax en fonction des valeurs x des deux points. Donc on va avoir donc c'est s flèche xmin et on est sur donc le tableau xmin. Il se trouve que c'est un tableau contient autant de cases que de lignes sur notre surface. Donc comme alors c'est pas supérieur, c'est différent. On pourrait laisser supérieur en garantissant que i est plus petit que j, mais est-ce qu'on va garantir ça? On va faire un test. I est plus petit que j, strictement. Et ici, j'ai besoin de savoir d'ajouter assert, c'est ici. Alors, si i est plus petit que j, à ce moment-là, on cherche à être sûr, enfin, on sait que par construction, notre y pour i est plus petit que celui pour j. Et je vais mettre un commentaire ici. Donc, à ce moment-là, on est sur le cas comme le cas où le y pour i est plus grand que le y pour j ne peut pas arriver, on est forcément sur le cas de l'égalité. Si on est sur le cas de l'égalité, ce qu'on a à faire, c'est à mettre dans xmin le plus petit des deux valeurs en x. Et pour xmax, mettre la plus grande. Et c'est tout. Dans les autres cas, si on n'est pas sur la même ligne, à ce moment-là, il va falloir qu'on parcourt. J'ai un y, je vais utiliser une variable y, et on va être dans le cas où ici, on va pas aller de du premier, du plus petit des deux, jusqu'à
tant qu'on est égal, jusqu'au deuxième, du plus petit au plus grand. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? C'est simplement calculer le coefficient directeur de la droite qui va de ix, iy jusqu'à jx, jy. Et donc ce coefficient directeur là, on va le faire, on va avancer sur les y. Donc ça va être le delta en x moins divisé par le delta en y. Et là, on va avoir un souci parce que nos x et nos y sont des flottants. Donc, on va avoir besoin de générer des versions flottantes de nos différences. Et normalement, si on a un des deux qui est flottant, ça devrait suffire. Donc là, on va avoir notre delta. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est... On va pouvoir reprendre ça. Non, on va faire un test. Alors, si on a une valeur... Donc là, c'est la valeur, la meilleure valeur, la plus petite valeur qu'on a eue sur xmin. Et si elle est plus grande que y fois dx, donc ça va être le x de départ plus le delta. À ce moment-là, on va le calculer. Alors xmin et xmax, ça correspond à des entiers. Si on doit mettre à jour, on met à jour pour xmin et pour xmax. Donc ça va probablement qu'il va y avoir des soucis de conversion. On a notre point de départ, notre point x de départ, et on va simplement ajouter. Alors c'est ici, ça ne va pas. X moins le y de départ. Donc plein d'erreurs. Alors, donc là on a une conversion. On va utiliser ça. Ici on a une comparaison entre un pointeur. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est la ligne 73. C'est pas T, c'est Y. Et ici on convertit un double en entier. Ok, donc ça, là ça compile. Ça, on va pouvoir le mettre en commentaire. Et donc ce qu'on veut, c'est mettre à jour notre tableau xmin, xmax.
Oui, il fait quelque chose. Il fait quelque chose pour les 3 tableaux. Et ensuite, on a simplement besoin de reprendre une boucle comme celle-ci. Donc on va aller depuis 0 jusqu'à 2 et on va remplir la ligne horizontale. Ici on a besoin d'une surface. Notre surface, notre ligne va commencer depuis le X-min et va aller, donc là c'est le Y, et la longueur ça va être le X-max moins le X-min. Et la couleur, elle s'appelle couleur. Fantastique, il n'y a rien qui s'affiche. Et pour... Ah, mais l'affiché de triangle, on ne le fait pas au bon endroit, donc c'est possible que ça ne soit pas bon. Parce qu'effectivement, il faut afficher le triangle ici. Et on a bien notre triangle, avec qui va depuis le coin en haut à gauche jusqu'au milieu à droite et au milieu en bas. Ah, on a une erreur ici. On a une erreur sur le free. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder plus attentivement cette erreur, parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Je vais regarder plus attentivement cette erreur, et puis la prochaine fois, on pourra commencer la partie 3D.